Au cœur de Koulouni, un village bercé par les chants des oiseaux et le bruissement du vent dans les feuilles des baobabs centenaires, vivaient deux âmes unies par un amour sincère, Amani, artisan reconnu pour son habileté, et Kena, douce tisseuse au rire mélodieux. Après des années de prière, leur vœu s'accomplit, un garçon, Tano, naquit sous une nuit d'étoiles particulièrement lumineuse. La nouvelle se propagea comme une pluie bienfaisante. Les anciens y virent un signe, les griots chantèrent son arrivée comme celle d'un élu. Dans leur case en terre battue au mur décoré de fresques traditionnelles, Amani sculpta de ses mains un berceau en bois de manguier. Chaque motif représentait une bénédiction, la santé, la force, la sagesse. Kena, tenant Tano dans ses bras, lui chantait des berceuses douces transmises par sa grand-mère. Le petit répondait de gazouillis heureux. Le soir, la famille s'installait près du foyer, illuminée d'un feu d'argile. Même les voisins, émus par tant de tendresse, apportaient des présents en calebasses pleines, bijoux simples, prières murmurées. Le bonheur semblait éternel. Mais nul ne savait qu'une ombre s'approchait. Alors que Tano grandissait, vibrant de vie, Kena ressentait la fatigue. Les nuits entrecoupées, les lessives, les repas, les pleurs. Son regard se perdait parfois au loin. Elle pensa alors à Nia, la fille de sa cousine décédée, une enfant autrefois vive, aujourd'hui silencieuse, grandissant dans la poussière d'un hameau oublié. Kena prit sa décision. Un matin d'harmattan léger, le vieux car du marché s'arrêta au bord de la piste rouge. Une jeune fille descendit lentement, serrant un sac usé contre sa poitrine. C'était Nia. Son regard se posait rarement sur les autres. Elle suivit Kena jusqu'à la maison, hésitante. Devant elle, la cour brillait d'une lumière dorée. « Tu n'es pas servante ici, » dit Kena doucement. « Tu es chez toi. » Ce fut la première fois depuis des années que Nia sentit une chaleur autre que celle du soleil. Les jours s'écoulèrent doucement. Nia observait, imitait, apprenait. Elle lavait les légumes au puits, étendait le linge sur les haies d'épines, et portait doucement Tano dans son dos. Le bébé ne pleurait jamais avec elle. Un matin, Amani lui remit un bracelet en corde tressée, « Tu fais partie de nous. » Nia ne dit rien, mais serra le bijou longtemps. Kena lui offrait des vêtements, lui montrait comment piler le mil, comment moudre les graines. Au fil du temps, Nia se mit à sourire. Le village aussi l'accepta, lentement, comme on laisse pousser un arbre après la pluie. Elle n'était plus la fille de personne. Elle devenait celle de tout le monde. La nuit, lorsque le village se retirait sous le chant des grillons, Nia restait éveillée. Allongée sur sa natte, les yeux vers la toiture en chaume, elle repensait à son enfance. Sa mère, Rami, absente même quand elle était là. Les regards de pitié, les rires moqueurs à l'école. Elle se souvenait des jours sans pain, sans parole. Maintenant, elle voyait Tano, entouré de tendresse, de chants et de jouets. Pourquoi lui? Pourquoi pas elle? Son cœur se contractait. La jalousie, au début simple blessure, devenait rumeur dans sa tête. Une petite voix disait, s'il n'était pas là, tout ça serait pour toi. Elle secouait la tête, mais la voix restait. Elle n'en parlait à personne. Elle souriait le jour, et pleurait la nuit. Chaque matin, Nia observait Kena bercer Tano avec tendresse. Le nourrisson riait aux éclats, ses petites mains attrapant les tresses de sa mère. Amani, en rentrant de l'atelier, s'agenouillait près de son fils, lui parlant dans un mélange de proverbes et de chansons inventées. Les voisins venaient encore féliciter les parents, apportant des cadeaux, des jouets sculptés, des bracelets de perles. Nia, dans l'ombre, balayait la cour ou lavait les vêtements. Personne ne la remerciait vraiment. Tout était pour Tano. Une phrase tourna dans sa tête, « Tu es invisible ici aussi ». Elle n'était pas jalouse de Tano lui-même. Elle était jalouse de tout ce que son existence représentait. La nuit, le silence de la maison laissait place aux pensées. Nia murmurait seule, « Pourquoi est-ce qu'elle ne me regarde pas comme elle regarde son fils ?» Dans l'obscurité, ses larmes coulaient sans bruit. Chaque berceuse entendue dans la pièce voisine était un coup dans son ventre. Elle se leva une nuit, pieds nus sur le sol froid, et ouvrit la boîte en bois contenant les jouets de Tano. Elle les observa un à un. Une petite flûte, un tambourin de cuir. Elle les reposa. Mais la voix dans sa tête persistait, « Tu n'existes pas. Si Tano disparaissait, peut-être que tu existerais. » Un après-midi, Kena se prépara pour le marché. Elle embrassa Nia sur la joue, « Tu peux lui donner son biberon ? Je reviens vite. »
le cœur de Nia se mit à battre plus fort. Une idée, autrefois absurde, devenait une décision. Elle sortit une petite fiole cachée dans son sac depuis des semaines. Une décoction apprise auprès d'une vieille femme de son ancien village, censée éloigner les bêtes. Les mains tremblantes, elle versa quelques gouttes dans le lait chaud. Puis elle berça Tano, chantonnant même une mélodie à voix basse. Quand il but, elle le regarda sans un mot. Quelques minutes plus tard, Tano s'endormit profondément. Kena rentra avec son panier plein. Enchantée, elle entra dans la chambre et trouva Tano immobile. Elle l'appela. Rien. Le berça. Rien. Elle hurla. Amani accourut. Les voisins, alertés, envahirent la maison. Un vieil infirmier du quartier vérifia, mort subite, dit-il. Nia tomba à genoux et pleura plus fort que quiconque. Elle prit la main de Kena, cria son nom. Les voisins l'enveloppèrent de compassion. Elle était la nièce, la gardienne du bébé, la plus touchée. Mais au fond d'elle, quelque chose se brisa. Tano était parti. Et pourtant, elle ne se sentait pas libérée. Kuluni tomba dans un silence étrange. Les chants cessèrent. Les rires s'éteignirent. Une brume invisible semblait planer au-dessus du village. Dans la maison d'Amani, les murs gardaient l'écho des pleurs. Kena, inconsolable, passait des heures assise devant le berceau vide, serrant une petite couverture de Tano contre sa poitrine. Elle ne parlait presque plus, ne mangeait plus. Amani, bien que brisé, tentait de maintenir un semblant de normalité. Il reprenait ses outils, mais ses mains tremblaient. Les sculptures, jadis vibrantes, étaient devenues fades. Les voisins venaient chaque jour, laissant des offrandes, récitant des prières. Une vieille femme, Yema, restait parfois silencieuse à ses côtés, priant doucement. Mais rien ne pouvait apaiser le vide laissé par la perte de l'enfant. La lumière qui illuminait autrefois la maison semblait définitivement éteinte. Nia continuait son rôle. Elle préparait les repas, nettoyait la maison, aidait les visiteurs. Elle pleurait en public, se tenait près de Kena comme une fille dévouée. Les voisins murmuraient, « Quelle bonté, quelle tristesse dans ce cœur d'enfant !» Mais la nuit, dans sa chambre, l'ombre de son acte la dévorait. Elle faisait des cauchemars. Tano apparaissait, immobile, ses yeux ouverts fixant les siens. Il ne parlait pas. Il ne pleurait pas. Il regardait seulement. Parfois, elle s'éveillait en sursaut, trempée de sueur, criant dans le vide. Et pourtant, chaque matin, elle remettait le masque de la douleur feinte. Puis vinrent les bruits. Des pleurs d'enfants au cœur de la nuit. Faibles, étouffés, mais bien réels. Kena se levait en sursaut, courait au berceau toujours vide. Amani, d'abord sceptique, entendit lui aussi. Un matin, un jouet de Tano, soigneusement rangé dans une boîte, se retrouva posé au centre de la cour. Une autre nuit, une balle roula toute seule du coin d'un mur jusqu'au seuil. Sur les murs apparurent des mots, « Pourquoi ?»« Vérité » écrits d'une main tremblante d'enfant, effacés à l'aube. Les anciens dirent, « L'âme n'est pas en paix. » Kena, les yeux rougis, déclara, « C'est mon fils. Il me parle. » Nia ne supportait plus les bruits, les jouets qui se déplaçaient, les mots sur les murs. La nuit, elle sentait une présence. Une silhouette légère, presque invisible, près de son lit. Elle allumait une bougie, rien. Mais elle savait. Tano était là. Il l'attendait. Elle tremblait, parlait seule, priait. Elle avait voulu effacer sa douleur par un acte. Mais la souffrance était revenue, 1000 fois plus lourde. Le visage de Tano apparaissait dans ses rêves. Il ne pleurait pas. Il la regardait. Sans colère. Juste, une attente. Infinie. Une nuit où les pleurs étaient plus forts, où les mots sur les murs se multipliaient « Je suis là, je sais », Nia sentit que son esprit allait se briser. Elle sortit en courant, pieds nus, traversant le village endormi. Sa respiration était haletante, ses larmes coulaient sans fin. Elle courut jusqu'à la mosquée, une vieille bâtisse en terre ocre surplombant le village. À l'intérieur, Baba Idriss, l'imam respecté de Kuluni, lisait encore à la lumière d'une lanterne. Nia tomba à ses pieds, tremblante, « Aide-moi, je l'ai fait, c'est moi. » Entre deux sanglots, elle raconta tout le poison, la jalousie, la mort. L'homme la regarda longuement. Pas de colère dans ses yeux,
mais une immense gravité. Tu as ôté une vie, mais aujourd'hui, tu offres la vérité. Cela aussi est un pas. Au matin, Baba Idriss convoqua Kena, Amani et Raki, la mère de Nia, à la mosquée. L'atmosphère y était lourde, comme chargée d'électricité. Kena, le visage tiré par la douleur, fixait Nia à genoux, incapable de croire à ce qu'elle allait entendre. D'une voix brisée, Nia prononça les mots qu'elle avait répétés toute la nuit, « J'ai tué Tano. J'étais jalouse. Je voulais être aimée. Mais j'ai détruit la lumière. » Le silence fut foudroyant. Kena hurla, se jeta à genoux. Raki s'effondra, murmurant, « Mon Dieu, qu'ai-je raté ?» Amani se leva lentement, le regard vide. Baba Idriss, d'une voix ferme, parla, « Elle a tué, mais elle a avoué. La justice divine entend. Vous, les vivants, déciderez du chemin du pardon. » Après une longue prière, Baba Idriss s'adressa à Nia, « Tu ne peux rendre la vie. Mais tu peux en sauver d'autres. » Il annonça sa décision, Nia travaillerait bénévolement dans un centre d'orphelins géré par des sages-femmes et éducateurs. Elle n'y serait pas punie, elle y apprendrait à aimer sans recevoir. Kena, encore brisé, murmura simplement, « Je ne peux pas te pardonner aujourd'hui. Mais je veux croire que tu peux devenir meilleur. » Ce fut un instant de paix fragile, comme le premier rayon de soleil après un orage. Un nouveau chemin s'ouvrait long, incertain, mais réel. Le centre se trouvait à la sortie du village, entre une rangée de nérés et un champ de mil. Un petit bâtiment en banco, peint à la chaux. Nia y entra, la tête basse. Des enfants couraient, criaient, riaient. Certains la regardèrent avec curiosité. Une femme, Amina, éducatrice, l'accueillit, « Ici, chaque main compte. » Nia commença à balayer, laver les vêtements. Le soir, un petit garçon nommé Moussa lui tendit un livre, « Tu peux lire ?» Elle s'assit, ouvrit la page. Sa voix tremblait, mais elle lut. Lentement, les enfants se rapprochèrent. À la fin de l'histoire, l'un d'eux s'endormit contre elle. Ce fut son premier pas vers le pardon. Pas des autres. Le sien. Un soir, alors qu'un nourrisson du centre, Awa, avait de la fièvre, Nia resta éveillée à son chevet. Elle tremblait. Les souvenirs de Tano l'assaillaient. Elle posa sa main sur celle de l'enfant brûlante de fièvre et murmura, « Pas elle, s'il te plaît, pas elle aussi. » Cette nuit-là, elle rêva. Dans un paysage brumeux, Tano apparut. Il n'était plus bébé, mais une figure lumineuse, calme. Il s'approcha, toucha son bras, et dit simplement, « Je t'ai pardonné. Protège les autres. » Puis il disparut dans une lumière blanche. Nia s'éveilla en pleurs, mais c'étaient des larmes douces, nouvelles. Au matin, Awa allait mieux. Pour la première fois, Nia sentit dans sa poitrine non pas la douleur, mais un peu de paix. Les semaines passèrent. Nia devint une référence au centre. Elle soignait les blessures, chantait des comptines, tressait les cheveux, racontait des histoires. Les enfants l'appelaient « Grande sœur Nia ». Sa voix portait l'assurance, sa démarche était fluide. Le personnel du centre la considérait avec respect. Elle n'oubliait jamais Tano. Chaque soir, elle priait pour lui. Non plus pour être pardonnée, mais pour l'honorer. Elle se lia d'amitié sincère avec Amina, devenant sa principale aide. À Koulouni, on commença à parler d'elle autrement. Elle a changé, disaient certains. Elle s'est relevée. À Koulouni, Kena et Amani, sortis lentement de leur deuil, créèrent la Fondation Tano, un lieu d'éducation pour prévenir les souffrances silencieuses. Atelier sur la jalousie, sur l'écoute des émotions, soutien aux familles fragiles, tout était tourné vers la protection des plus faibles. Nia fut invitée à y intervenir. Elle hésita, mais accepta. Devant les enfants et les parents, elle parla avec calme, « J'ai fait le pire. Mais j'ai changé. Vous pouvez aussi prévenir ce qui m'a détruite. » Kena, en retrait, la regardait. Il n'y avait plus de haine. Il y avait une femme, une autre, née du feu. Des années plus tard, à Koulouni, des enfants jouent près d'un mur peint à la main. On y voit un arbre immense. Sur une de ses branches, un petit garçon lumineux veille. Sous lui, une femme tend les bras à une ribambelle d'enfants rieurs. C'est la fresque de la Fondation Tano. Nia, devenue éducatrice en chef, continue d'élever les voix des petits oubliés. Raki, sa mère, vient parfois l'aider.
Leur lien, brisé autrefois, s'est reconstruit lentement, pierre par pierre. Chaque fois qu'elle voit un enfant rire, Nia se souvient de Tano. Et dans son cœur, une voix continue de murmurer « Protège les autres ». Et ainsi s'achève l'histoire de Nia, de Tano, de Kena, d'un village et d'une âme perdue qui trouva enfin son chemin vers la lumière. De la douleur naît parfois la force. De la faute peut émerger la vérité. Et de la vérité, un pont vers la paix. Car chaque cœur brisé peut être recousu par l'amour, la patience et le pardon. Si cette histoire vous a touché, ému, ou simplement fait réfléchir, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes, venues du cœur de nos terres, de nos traditions, et de nos silences les plus profonds. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire, dites-nous ce que cette histoire a réveillé en vous. Et n'oubliez jamais, derrière chaque regard, il y a une histoire. Derrière chaque silence, une vérité. À très bientôt pour une nouvelle légende.